Plein l'ado, et aujourd'hui, dans cette émission tout à fait particulière, nous recevons les gens de la Chavaya israélite. Ouais. Tout à fait, le public est en folie. Alors, la Chavaya israélite, vous le savez tous, c'est ce fameux organisme qui fait en sorte qu'Israël passe pour être un truc encore plus intéressant que ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment une expérience extraordinaire. Et on a invité aujourd'hui des guides des moré derer, comme on dit en Israël, qui vont vous raconter des anecdotes et des trucs incroyables qui leur sont arrivés. Mais avant tout, ladies first. Nous avons le plaisir d'accueillir Ilana Korchia. Ilana, bonjour. C'est notre patronne. Ilana qui est la patronne. Ilanit, oui, n'importe quoi. Alors Ilanit, je travaille avec elle depuis des années, on se voit tout le temps, mais c'est pas grave. Ce sont les inconvénients du direct. Ilanit Korchia, qui m'a fait en plus un papier pour bien que je dise Ilanit et non pas Ilana, directrice de la division Europe, FSU, Israël, Amérique latine. Chaque année, tu as un titre de plus. Là. Tu vises c'est le risque. Tu rajoutes des concurrents, des continents chaque année. Ilanit, bonjour, enchanté de t'avoir ici. Ilanit, parle-nous de tout. Oui, vas-y. Il se fout de ma gueule dans le bureau parce que pendant très longtemps, je l'appelais Benjamin. Ah. Benjamin Zanzouré. Ah oui, ben un partout. Partout. Alors je vais t'appeler Ilana donc pour cette émission, pour me venger. Ilanit, parle-nous un peu de la Chavaya israélite. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est sorti? Comment c'est arrivé à prendre le statut que ça a aujourd'hui? C'est un truc que tout le monde connaît. Alors on est une filiale de l'agent juif. On a commencé à l'époque en 1955 ou 59, ça dépend des versions. Oui. On était à l'époque à Nord Vachalutz, quand j'ai commencé à travailler en tant que Madrichat Tioulim à l'époque de David. Mais non, on n'a pas travaillé en 1958 quand même. Non, j'aime bien quand elle dit à l'époque de David, ça fait comme à l'époque helléniste, un truc, ça remonte très loin, oui. Et donc on travaillait à la Nord Vachalutz. Notre touche mascoret à l'époque, c'était un touche mascoret de la Nord Vachalutz. En lire israélien. Les fiches de paye en lire israélien. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ouais. On avait un sac d'Assimon. Okay. Ah oui, les fameux petits jetons qu'on rentrait dans le téléphone, il en fallait 1000 pour finir une conversation. Ouais. Voilà, on a fait l'évolution. D'abord le beeper qui captait pas et là, après les téléphones. C'était l'époque, c'était la belle époque. Mais ça l'est aujourd'hui aussi. La Chavaya israélite, c'est 30 000 participants chaque année qui viennent à partir de 2-3 jours jusqu'à des programmes de 1 an, des programmes ASA, des longs programmes, de tout âge. On a des jeunes, on a des un peu moins jeunes, 3e âge, on a il faut gérer tous ces gens-là qui viennent d'un peu partout, qui sont différents, qui ont des habitudes des fois différentes, qui viennent de plein de pays. Gérer tout ça pour qu'ils ressortent avec une expérience extraordinaire, en fait. Exactement. Cette fameuse Chavaya israélite, goûter un peu de la vie israélienne, goûter à nos paysages, voir tout. Renforcer leur identité juive. Aujourd'hui, ça se dit pas, on dit qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre identité juive. D'accord, comme ça, t'as pas une influence directe. Exactement, okay. C'est eux-mêmes qui choisissent et leur lien avec Israël. Alors, pour faire tout ça, bien entendu, vous êtes obligé de vous appuyer sur des guides, des moré derer qui vont leur faire ressentir, qui vont leur raconter l'histoire, la géographie, la géologie, etc. Et donc, aujourd'hui, je présente mes 3 autres invités. David Chawat, qui n'est plus à présenter, mais on va le faire quand même. David Chawat, je travaille en général dans l'immobilier, mais si j'arrive pas à vendre quelque chose, j'essaie de l'expliquer en tant que guide. J'arrive pas à l'expliquer, j'essaie de le vendre. D'accord, très bien. D'ailleurs, si vous êtes venu visiter Israël et que vous avez envie d'acheter un appartement, vous pouvez aussi passer justement à propos par David Chawat, qui fera sa pub en fin d'émission. Michael Gamrasli, le second, toi tu vends quoi? J'ai toujours peur de me Il est ingénieur. J'ai peur de me tromper sur le prénom maintenant, oui. Non, comme je suis ingénieur de formation, mais guide depuis une 20aine d'années, donc à part mes mots et mes explications, je ne vends rien d'autre. J'essaie d'acheter des apparts aussi. J'essaie de comprendre. Vous faites tous quelque chose d'à côté parce que le métier de guide, c'est pas toujours régulier. Il y a plus de demandes à certaines périodes, etc. Et donc, si on veut finir le mois, parfois, on a intérêt à bosser, quoi. En ce qui me concerne, je ne fais que guider. Tu fais que guider. En ce qui me concerne, je ne fais que guider, que ce soit en Israël ou en Europe sur l'identité juive, principalement. D'accord. C'est ce qui me concerne. Tu vends pas un petit appart sous la Manche non. De temps en temps comme David? Je n'ai pas le talent de David pour ça. David, il est de Sanois. Il fait ça comme mission. Il fait ça pour la Neshama. Il nous fait le grand cabot, quoi, de nous donner 1 fois, 2 fois, 3 fois par an un groupe
Et, Non, c'est comme ma femme, elle en a marre de moi. Elle me dit, va guider. Va guider, arrête un peu avec les trucs. Et la star incontestée de la Chava israélite. Non, en fait, j'en sais rien, mais ça fait bien, je trouve, dans les émissions. Non. C'est le star. Peut-être la nouvelle, peut-être. La nouvelle star de la Chava, John Guez. John, tu es guide depuis combien d'années? Alors voilà, moi je suis, on va dire, récent sur le marché des guides, mais assez ancien au sein de la famille de la Chava. Okay. J'ai un parcours un petit peu sympathique, on va dire. J'ai été piqué assez jeune déjà quand j'étais madrich, même en France, mouvement de jeunesse, etc. Ensuite, j'ai eu le malheur de faire... C'était dans quel mouvement pour Tikvat et nous. Voilà, wow. Wow. La boucle est bouclée. Ah, on se revoit. On peut finir l'émission. Je vous avais dit que c'est une star. Il vient de meilleur Yekev. Donc on a dû passer des Shabbats plats ensemble bien une vingtaine d'années. Probablement. Voilà. C'est pour ça que je t'ai pas reconnu, parce que ça fait bien une vingtaine d'années. Tu devais avoir quel âge à l'époque? J'avais un peu plus de cheveux surtout. Et donc j'ai fait Taglit en tant que participant il y a quelques années. Ok. L'année d'après, j'ai fait Madrir. Donc j'ai accompagné un groupe depuis la France en tant que moniteur, animateur. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait mon alia il y a 5 ans. Ok. Et j'ai commencé le cours Moré Derer. Donc, c'est rare cours de faire ça guide. Il y a 5 ans et de guider. J'ai pas fait ça tout de suite non plus, mais ouais. On va dire que j'ai été légèrement influencé par les 2 personnages qui sont à ta gauche. Ah, d'accord. Légèrement influencé. C'est plus des personnes, c'est des personnages. Déjà, ils montent, ils vont finir l'émission, ça va être des divas. Voilà, exactement. Et donc, j'ai fait mon cours de guide. Et puis aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je suis à même de guider des privés et de temps en temps, bien sûr, je reviens à mes premiers amours avec les voyages Taglit, qui sont, comme on dit, avodat kodesh, c'est-à-dire que on a une entre guillemets une mission qui est de faire connaître non seulement Israël, mais aussi et surtout l'identité juive à ces jeunes de France. Mission impossible. Voilà. Attention, alors, juste avant de lancer le générique de Mission Impossible, nous allons interroger Ilanit. Ilanit, comment on recrute les guides pour la Chavaya? Parce que je suppose que des guides, il y en a plein. Comment on prend ceux qui vont réussir à toucher à Neshama, l'âme juive des participants, etc., sans les influencer trop, comme tu as dit, pour qu'ils arrivent à découvrir d'eux-mêmes? Il faut que quelqu'un, quand même, enclenche un peu la vitesse. Quels sont vos critères? C'est très simple, on ne prend pas de guide, on prend des éducateurs. Oh, c'est beau ça, j'aime bien la réponse. Il y a des grands professionnels qui arrivent avec une petite bouteille d'eau pour guider, et c'est pas ce qu'on recherche. Okay. On cherche des gens qui font passer des sentiments, des valeurs, qui changent la vie de... les jeunes, ils reviennent, ils sont plein de questionnements, etc. C'est toi qui as recruté par exemple John, comment t'as fait? Il t'a dit tu continues, t'as dit c'est bon? T'as bien fait. Mais voilà. Ok. Oula, il y a une histoire, histoire là-dessous, exactement. Il s'était chauvé de France, il avait liquidé 2 mecs, donc on a essayé de lui filer du boulot. Ok. On va passer au guide, donc. On va pas creuser plus loin cette affaire. On va passer au guide et celui peut-être qui bosse et qui vient pour donner à travailler parce que c'est important pour lui. Mais David Chawat, on le connaît aussi parce qu'on l'a vu dans plein de missions, plein de choses. C'est quelqu'un qui a donné énormément pour mettre Israël à la mappa, pour qu'on comprenne l'importance de ce qui est en train de se passer de nos jours avec cette création de l'État d'Israël et le fait qu'Israël arrive à avancer avec tous les problèmes qu'il a autour. David Chawat, c'est un vrai idéologue. Moi, je l'ai connu dans plein de contextes, etc. Alors, David, à toi l'honneur. Pourquoi toi t'es guide à Chavaya et pourquoi c'est tellement important de prendre ces groupes, de les amener avec toutes les difficultés qu'on va avoir en route, des gens qui veulent pas des fois écouter, qui s'en fichent un peu, qui ont chaud. Comment on tient le coup et comment on a encore la flamme? D'abord, quand on a une âme juive primaire, donc sfarade primaire, on aime bien tout partager. Voilà, quand on a grandi à la maison, quand on mange quelque chose de bon, notre mère dit mange, goûte. On entend une bonne musique, t'arrives avec écoute. La et tout, tu commences à filer aux gens. Quand on aime faire partager. On n'a pas besoin de se lever le matin en disant on veut faire partager, on aime ça, on aime ce qu'on fait. On est venu en Israël pour des raisons tous idéologiques. On n'est pas venu parce que c'était mal la France, c'était très bien la France. On n'a jamais souffert de la France et de l'antisémitisme. Et on veut faire partager ça. Je pense qu'aujourd'hui, on voit la situation de ce qui se passe en France. On a d'un côté le tiers communautaire qu'on connaît, les synagogues, les écoles juives, mais on a 2 tiers qui ne sont pas là-dedans. Et on voit que, en fait, ils nous disent ils font le kidouche chez leur grand-père le vendredi soir. Nous, on avait nos parents qui étaient traditionnalistes, c'est déjà leurs grands-parents, on voit ce qui se passe. Et on voit leur attachement quand il suffit d'être un petit peu avec eux, un petit peu de les brancher. On voit un peu le retour que ça a sur eux.
Et ça nous donne une tellement grande satisfaction, encore une fois, de se sentir que voilà, on les a rattachés à quelque chose qu'ils avaient, mais qui était un petit peu au fond d'eux-mêmes. Alors, en tant que guide, avec tellement d'idéologie, etc., tu as une technique que tu as développée avec le temps en te disant il ne faut pas parler à l'extérieur du bonhomme, parce que l'extérieur, il y a une habitude du type de se protéger, d'expliquer, mais comment tu arrives à l'âme, à l'intérieur, quelles sont les choses qui font, que tu as déjà constaté même sur le terrain, qui touchent ces touristes particulièrement, ces gens qui viennent? Est-ce que c'est au Kotel que ça se passe? Est-ce que c'est sur Marat Marpella des fois? Est-ce que c'est dans le désert que le type arrive à se rebrancher? On sait qu'il y a toujours un moment, un endroit dans le séjour, le type d'un coup il va être connecté directement avec quelque chose de beaucoup plus essentiel. Ben, je pense que la technique, on l'a tous vu et compris. Si on parle de sionisme, moi je suis pas sioniste, je suis français, je suis canadien. Bon, mon oncle est sioniste, etc. Si on dit voilà, il y a un truc religieux, moi je suis pas religieux, on a fermé tout de suite les portes. Si on lui dit voilà, tu fais partie de ce peuple, oui, ok, ce peuple-là, il a une terre, il a une histoire, il a une culture. Viens, je te rebranche à ce que tu es, à ton peuple. Automatiquement, on voit qu'il se rattrache parce que c'est quelque chose qui ressent. Voilà. La semaine dernière, j'étais avec Taglit, un bonhomme qui arrive la veille qu'on arrive au Kotel pour la première fois. Il me dit David, voilà, je dois te dire quelque chose, j'ai pas encore mis les tefilines. Alors, je lui dis t'as quel âge? 26 ans. Je dis j'imagine que t'as pas fait la circoncision non plus. Il me dit non. Je dis on va faire ça au Kotel. Donc on arrive vendredi soir au Kotel. Tu parles de quoi? Alors la circoncision, on n'a pas eu le temps de la faire. On a été un peu pressé par le temps. On a dû couper court, enfin dans ce cas-là. Et on arrive le vendredi soir. Les Chabad travaillent jusqu'à très tard, donc on était juste un peu avant l'entrée de Shabbat. Il a mis les tefilines. Et il s'est senti, il a dit voilà, je fais ça parce que je sens que j'appartiens à cette grande communauté qui s'appelle un peuple. Je sais pas ce que ça veut dire pour moi le judaïsme à 100%. Mais je fais partie de ça, ou je fais partie de cette histoire, et je pense que c'est ça qui attache les gens. On n'a pas besoin de chercher des techniques. De ne pas mettre les tefilines, etc., c'est un truc qu'il travaillait quelque part. J'en sais rien. J'ai jamais parlé de tefilines, j'ai jamais parlé de... On n'est pas là en train de leur disant faire Shabbat, mettez les tefilines, mais des fois, à partir du moment où il sent qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui, il appartient à cette histoire-là, je pense que c'est ça qui le rattache. On ne cherche pas des techniques particulières à part, leur mettre une musique, leur mettre une photo, c'est gentil tout ça, mais si au fond de nous-mêmes, on n'a pas quelque chose qu'on sent... je pense pas que ça peut ressortir. Alors Michael, on a l'impression que le guide est là aussi pour faire comprendre, pour émouvoir des fois, mais est-ce que ça t'arrive à toi des fois d'être toi ému? Tu es en train de parler, puis d'un coup il y a un truc qui se branche chez toi et non pas chez l'interlocuteur, et tu dis oh là là, je suis quand même devant tel endroit ou devant telle source, et ça t'est arrivé d'avoir la gorge un peu prise et presque envie de pleurer alors que c'est toi qui parlais et qui étais en train de sensibiliser? Ah oui, bien sûr, ça arrive heureusement souvent, puisqu'on est comme l'a dit Lani, des éducateurs, et des éducateurs, on participe en même temps que les participants, et donc il y a des émotions qui passent des deux côtés. Donc évidemment, c'est des choses qui arrivent. On le gère, je pense qu'on le gère avec le temps, même plus facilement qu'au début, tout simplement, parce que ça fait partie... Le contact humain, c'est le centre de notre travail, de notre plaisir de travail. Et il est clair que si ça arrive, eh bien, ça fait partie du truc, il n'y a aucun problème avec ça, que ça peut être à Yad Vashem, ça peut être des participants qui vont évoquer quelque chose. Moi j'ai en tête une histoire où on arrive à Tzfat, premier jour d'un voyage aussi Taglit, c'était il y a 2 ans, et je pose la question, parce que dans l'éducation informelle, on n'est pas seulement en train de parler en tant que guide, on est là en train de poser des questions, essayer de faire vivre un petit peu, de savoir ce que les participants ont dans la tête. Et donc je pose la question, ça évoque pour vous quoi, une synagogue? Tu es dans une synagogue, première visite du voyage. Et là, chacun va dire son avis. Voilà, pour moi, c'est un endroit de prière, un endroit pour retrouver des gens. Puis il y a une fille, une vingtaine d'années, qui lève timidement la main et qui dit « Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une synagogue. 20 ans, je venais du sud de la France. » Et donc, il a fallu du cran, évidemment. Donc là, c'est pas seulement moi, là, tout le groupe était ému par cette scène. Et ce qui s'est avéré assez marrant pendant cette journée-là, c'est que durant la même journée, on s'est retrouvé plus tard sur le tombeau de Rabbi Meir Balanès près de Tibériade. Une dame s'approche de moi, qui s'avère être la tante de cette jeune fille-là, et qui me dit « J'aimerais bien prendre ma nièce tout à l'heure, vous avez un temps libre à Tibériade, parce que c'est la première fois qu'elle est en Israël, et puis il y a une synagogue qui lui appartient à elle et à sa famille. Son grand-père a vécu à Tibériade sur la rue piétonne. » Voilà le genre de rencontre qu'on peut avoir parfois, et évidemment, ça touche directement le cœur. Cette fille-là n'avait jamais mis les pieds dans une synagogue de sa vie. Le même jour, elle s'est aperçue qu'elle avait une propre synagogue familiale à son nom en Israël. Incroyable. Ouais.
John, je voulais te poser une question. On a dans des groupes, on a l'impression que des fois, quand un Moré derrière reçoit un groupe, contrairement à un prof ou un éducateur qui va avoir beaucoup de temps avec le groupe, des fois, on a un groupe pour quelques heures. On arrive quand même à avoir un lien personnel avec les gens du groupe, où on les voit comme une masse, un peu un groupe uniforme, un peu. Parce que là, dans son histoire, on a vraiment l'impression qu'à un moment, il y a une connexion avec cette histoire de cette fille qui arrive à toucher. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression des fois que c'est un peu un petit troupeau de gens, je dis ça comme un troupeau comme ça, mais grosso modo, c'est mon job, allez, je fais ça 2 heures, je passe à un autre groupe. Et est-ce qu'on arrive quand même à être touché par quelqu'un particulièrement, par une histoire, et d'un coup à réussir à voir, oui, l'individu, et retrouver l'éducateur qui est en nous, qui a envie de lui donner quelque chose? Alors c'est vrai que c'est un challenge. Bon, pour les groupes effectivement qui sont de Taglit, on parlait de Taglit, c'est des groupes qui durent 10 jours, 11 jours des fois. Ouais, là, donc, et c'est vrai qu'il y a une différence entre le premier jour quand on les reçoit à l'aéroport, effectivement on voit une masse, on voit un groupe. On a tous un choc. Hein. Quand les gens sortent de l'avion, voilà, ils arrivent tout de suite, on voit la tête, on dit waouh. Ça c'est pour moi. On va être avec eux pendant 10 jours. Et quand on leur raconte, nous aussi, quand on te voit, on dit waouh, on va être ça pendant 10 jours. Mais c'est vrai qu'on a un choc au départ, jusqu'à temps qu'on apprend à connaître les gens. Et en fait, quand on les quitte le dernier jour, c'est vrai que là, quand on leur dit au revoir, c'est personnel et c'est chacun qui a son histoire, etc. Maintenant, pour les groupes qui sont de plus courte durée, moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est d'essayer de me connecter au moins avec 1 ou 2 personnes. Des fois, c'est facile, il y en a qui viennent nous voir directement. Ah, ça tombe bien, j'avais une question à te poser, etc. On essaie de retenir quelques prénoms. Et effectivement, on essaye, peut-être pas de leur parler directement à eux personnellement, mais d'évoquer des sujets qui sont ou des problématiques qu'ils rencontreront forcément ou qu'ils rencontrent déjà forcément. On parlait tout à l'heure en off de la génération Y. Et quand on sait à qui on s'adresse, alors on connaît déjà a priori leurs problématiques qu'ils peuvent rencontrer à la fac, qu'ils peuvent rencontrer ici et là, ce qu'ils ont déjà entendu en France. Si on est en Israël, ils ont forcément entendu parler d'un éventuel apartheid ou de quelque chose qui se passe en Israël ou d'un conflit. On sait qu'ils arrivent avec ces questions, c'est sûr. Donc si on arrive à leur parler de ces problématiques ou de ces questions qu'ils ont quelque part au fond de la tête, même si tu es juif, même si tu es, on va dire, même sioniste, etc., mais quelque part, oui, quand même, j'ai pas très bien compris ce qui se passait à Gaza, etc. Donc, en abordant ces problématiques-là, alors oui, on peut réussir à les toucher de façon un peu plus personnelle, quoi. Alors justement, tu as effleuré un sujet qu'on va traiter un tout petit peu avec Ilanit, là. Ilanit, ce fameux d'or Hawaï, cette fameuse génération qui n'est pas comme les générations d'avant, qui a d'autres priorités. On sait, on a lu les bouquins, qui saute d'un boulot à l'autre, qui ne tient pas en place, qui pense beaucoup à lui, qui a envie de progresser dans la vie, qui a d'autres priorités. Est-ce que nous, on ne pense pas un peu comme les anciennes générations? On a l'impression, alors que la vie change, comment on s'adapte à ces nouvelles demandes, ces nouveaux personnages, qui ne sont pas obligatoirement des personnages qui nous auraient plu a priori, et comment on arrive quand même à les connecter, comme disait David, et à les ramener à ce qu'ils sont vraiment, parce qu'une fois qu'on gratte un peu le vernis de d'or, Hawaï, et tout, on retrouve très souvent l'humain, et l'humain, il se ressemble même à travers des dizaines de générations. Comment, à la Travailla, vous vous confrontez à ces nouveaux personnages qu'on n'arrive pas obligatoirement à appréhender, à capter et à comprendre ce qu'ils ont dans la tête? Alors d'abord, je vais commencer par 2 petites anecdotes qui m'ont mis une claque dans la gueule, on va dire. Parce que c'est bien de sortir du terrain au terrain de temps en temps et de voir ce qui se passe dans les groupes. J'étais une fois dans une conclusion. Et là, les participants me disent la colo c'était génial. Pour les madrichés, vous étiez un peu, ils ont dit un peu pas joli, ça fait rien. Et on avait trop de musées, le premier, le deuxième, le troisième. Maintenant, je connais leur programme par cœur à la Travailla. On évite de mettre des musées, sauf s'ils sont vraiment vivants. Muséum Chai. Et là, il y en avait déjà trop. Et voilà, je connaissais leur programme par cœur, donc je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Il y en a un qui me dit j'ai 15 ans, je comprends pas pourquoi vous m'avez amené à Yad Vashem, c'était pas fun. Ouais, c'est ça. Alors j'ai eu un peu de mal. On s'est parlé après. Je lui ai dit à ce jeune, dans 3 ans tu seras à la fac et tu pourras dire, quand on te dira que la Shoah n'a jamais existé, tu pourras dire j'ai serré la main de Noach Liger, Zichrono Livracha, parce que ce groupe a eu la chance de rencontrer Noach en tant que témoin. Et tu pourras leur dire, j'étais à la ville de David, il y a des preuves historiques comme quoi Jérusalem existe depuis 3000 ans, quand on te dira que le sionisme c'est une invention de la Mea Achrona. Et la deuxième cas que j'ai pris, c'était un groupe d'intellectuels, on ne dira pas leur nom, où on leur a préparé un programme de folie. Ils ont rencontré le président, ils ont rencontré les sociétés de high-tech les plus recherchées, inaccessibles. Enfin, on s'est tué pour leur programme.
Et à la conclusion, je sais pas, le 26e, j'arrête, je dis, c'est impossible. Vous me dites que vos 2 points les plus forts étaient le volontariat dans la maison de vieux, tu sais de quel groupe je parle, et dans la maison du 3e âge, et le 2e point, c'était qu'ils ont dansé avec des Breslaves au Kotel. Maintenant, moi, je n'ai pas programmé les Breslaves au Kotel, je n'ai rien investi, c'était improvisé. Mais il y a quelque chose de touchant quand même dans les 2 exemples. Voilà, c'est quelque chose de touchant, c'est quelque chose d'authentique. C'est-à-dire ce qui leur a plu, c'est un truc. C'est ça le mot exactement. D'abord, la première, on se remet tout le temps en question. Et on a vu par exemple que le volontariat, c'est indispensable dans nos programmes parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement l'occasion de faire quand ils ne sont pas en Israël, premièrement. Et deuxièmement, ils ont parlé d'authenticité. Et on sait que la Generation Y, pour eux, c'est très important que ça soit une vraie chavaya, quoi, que ça soit authentique, que ça ne soit pas un truc touristique, qu'ils le découvrent d'eux-mêmes aussi. Donc on se remet tout le temps en question, on se pose des questions par rapport à c'est quoi les sites qui les touchent. Par exemple, sur les derniers Taglit, ils ont fait une recherche, ils ont trouvé que Masada, l'expérience du désert et le Kotel étaient les 3 moments les plus forts. Contrairement à ce qu'on peut penser, que ça soit, je sais pas, Tel Aviv, By Night ou autre chose. Donc c'était ça leurs moments les plus émouvants. Donc on essaye de comprendre pourquoi ils ont choisi ces 3 sites-là, par exemple, comme expérience plus forte. Et aussi on essaye de voir tout le temps qu'est-ce qui les motiverait à chercher, à revenir, à se poser des questions. C'est pas toujours ce qu'on pense, en fait, ils sont merveilleux. On pourrait penser d'eux qui sont chitrim, comment on dit chitrim en français, superficiels, mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont des savoirs immenses sur tout et ils veulent savoir, ils veulent rechercher d'eux-mêmes. C'est pour ça, par exemple, dernier exemple, on essaye de les faire. Maintenant, il y a un concept à la mode, ça s'appelle le self-exploration. C'est-à-dire qu'on quitte le groupe de 40 personnes. Vous avez parlé une fois avec Isra Dreams, vous connaissez bien le projet, par exemple, que le jeune lui-même rentre sur Internet et choisit la maison dans laquelle il veut aller. Exact. Donc le self-exploration dans le programme, c'est de venir pendant 2-3 heures, sortir du groupe de 42 personnes, on n'est plus un groupe, et on cherche de nous-mêmes, on nous donne des cartes, et on va voir nous-mêmes, voilà, des trucs comme ça. Ok, c'est très cool. Moi, je vais rebondir sur une histoire de personnes dans les groupes, parce que l'heure tourne plus vite que ce qu'on voudrait, et donc il va falloir faire un dernier petit tour avant de conclure. Je voulais poser une question à David. Est-ce que ça arrive des fois, pendant que tu es en train de guider, qu'il y a un type ou une question, etc., qui te fasse sortir de tes gonds? Habituellement, tu es assez calme, assez posé. Et un type, tu regardes, tu dis, je mettrais bien une baffe. Dommage, il y a le groupe, il y a des témoins. Un type qui va dire un truc vexant. Tout est filmé maintenant. Ouais, c'est ça, c'est un problème. On a 2 cas de figure. On a un cas de figure où des fois, effectivement, quelqu'un il dit quelque chose, mais on s'aperçoit que, le coup classique, le groupe arrive à Jérusalem, je crois que c'est 99% des groupes. On leur demande où est le mur. Il dit à Jérusalem, il sépare l'Est de l'Ouest, comme à Berlin, quoi. C'est un truc de fou. Et quelqu'un, il arrive, il dit, mais je comprends pas, c'est un pays d'apartheid, etc. Des fois, on a envie, mais on s'aperçoit que cette personne-là, en fait, elle nous donne un défi. Elle a une question, elle a une demande. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu choquant, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour poser des questions énervantes. Les gens sont là avec des questions simples. Pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses simples. Ils nous demandent pourquoi ça, et pourquoi vous faites l'armée, pourquoi ça, et pourquoi vous êtes comme ça. Et je pense que pour nous, je crois qu'avait dit une fois Auriel Feierman, notre maître à tous ici, un éducateur qui ne sait pas constamment se remettre en question, il va avoir un peu de mal à tenir le coup, à part ça qu'il va s'ennuyer. Je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une nouvelle question, voilà, la question en amende, j'en parlais aujourd'hui, juste avant avec Michael aujourd'hui, et les gens ont une vision du judaïsme qui calque sur une autre religion qui n'est pas la nôtre, et quand ils arrivent en Israël, ils sont persuadés qu'ici, on se comporte comme dans certaines religions, et ils savent pas. Et je pense qu'ils nous mettent un défi, on doit se renouveler, on doit constamment leur redonner une réponse, et si on ne la connaît pas, on va faire du travail sur nous-mêmes pour essayer de comprendre, et on est content qu'ils nous ont donné un défi. Très bien, je vais passer à John parce que Michael, pendant ça, je vais lui donner une mission, mais je vais lui laisser une minute pour réfléchir. Ta meilleure expérience de guide, et puis ta plus mauvaise aussi, celle où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? T'as une minute pour réfléchir, et je passe à John pendant ce temps-là. Sans réfléchir. Vous voyez une nouvelle émission, de nouveaux concepts, c'est beau, réfléchis, tu sautes. Pendant que Michael réfléchit, on va passer à John. John, toi, un peu l'inverse de la question que j'ai posée à David là-bas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un groupe et de repérer une personne dans ce groupe?
tu dis ça pourrait être ma meilleure copine ou mon meilleur pote, et d'avoir du mal à décoller les yeux de la personne et à t'occuper vraiment du groupe, parce que tu dis celui-là, il y a un travail à faire, il y a un truc, j'ai peut-être 1 heure ou 2, il faut que j'arrive à lui faire passer quelque chose, parce que je sens quelque chose de très proche. C'est intéressant comme question. On a forcément plus d'affinité avec certaines personnes, surtout si c'est un programme de 10 jours. C'est comme un prof avec une classe, c'est comme un père avec ses enfants. On est forcément plus lié avec certains d'entre eux. Maintenant, il faut, évidemment pas le montrer, et 2, peut-être utiliser ça pour aller un peu plus en profondeur sur certains sujets. Maintenant, quoi qu'il arrive, il faut être intéressant pour tout le monde, parce qu'on a parlé de la génération Y, Y, et que tu vas dire quelque chose, tu vas sortir une date, un nom, ils peuvent le vérifier. D'accord. Il y en a qui cherchent. Ils cherchent. Écoute, tu m'as sorti des trucs 459. Voilà, la guerre, truc. Ah bon, t'es sûr? Dur, okay. Ça devient dur. Donc ça, c'est un challenge. Et un deuxième challenge avec cette génération, c'est qu'ils ont tous le téléphone à la main. Et il faut être plus intéressant que Snapchat, Instagram, Facebook, réunis. C'est pas évident. Voilà. Donc là, on est plus sur quoi qu'il arrive, ils ont rien d'autre à faire que de me regarder. Là, il faut être showman. Il faut être intéressant, intéressé, la forme, le fond, etc. Ça demande beaucoup plus d'énergie avec ce genre de jeunes que lorsqu'on guide, par exemple, en privé, un couple de retraités français qui vient découvrir Israël et qui nous écoute religieusement pendant toute notre durée de Hadracha. Là, il faut réussir à sortir de soi-même et aller au-delà des simples limites. C'est pour ça qu'on passe du statut de Moréder, de guide, à Mechaner Bessiur, c'est-à-dire éducateur, on est avec eux, etc. Et c'est challenging, on doit donner beaucoup plus en termes d'énergie, en termes de réflexion, etc. Mais ça paye cash, quoi. Ça paye content, et à la fin, tout le monde est très content. Voilà. Michael Gamrasny a eu ses 2 minutes pour préparer. Merci beaucoup, John. Et c'est lui qui va dire d'ailleurs le mot de la fin de notre émission. Allez, Israël. Michael, on t'écoute. Alors, le souvenir, peut-être, j'en ai beaucoup, quand on guide plein de groupes. Souvent, les groupes, d'ailleurs, vous demandent on était ton meilleur groupe? Toujours. Alors, j'ai un petit peu peur de ceux qui vont écouter l'émission. Après, on va recevoir des coups de fil. Mais enfin, j'ai plusieurs souvenirs. J'en ai un comme ça, marquant. Dans les voyages Taglit, on a des voyages à thème. Et je me souviens d'un voyage dans lequel c'était des musiciens. Et donc là, c'était pas seulement guidé, c'était à chaque fois autour de la musique. Donc chaque adracha, finalement, à un moment donné, on devait chanter quelque chose. Et ça faisait évidemment effet de boule de neige, puisque les gens autour chantaient. Il y avait des bons musiciens, donc on sortait la guitare, on sortait les instruments. Donc pendant 10-12 jours, c'était la folie totale un petit peu partout où on passait. En dehors donc du contenu pédagogique, il y avait ce côté-là qui rajoutait une plus-value. Donc voilà, pas mal de souvenirs par rapport à ça. Heureusement, il y a très peu de mauvais souvenirs parce qu'il y a toujours des bonnes choses qui se passent dans les groupes. C'est rarement complètement négatif. Il y a toujours des belles rencontres, il y a toujours des beaux moments. Ça va être difficile de dire, voilà. Mais je me souviens d'un groupe en particulier où dès le départ et jusqu'à la fin, ça a été très compliqué. Pourtant, tout avait été bien programmé, mais il n'y avait que des catastrophes, ça dépendait pas de moi, les gens qui se blessaient, on rentrait dans la mer, quelqu'un se prenait un coup de coude, se cassait le nez alors que c'était le plus balèze du groupe, on se faisait piquer par des trucs impossibles, enfin voilà. Le genre de groupe, tu commences avec des grandes espérances éducatives et tu finis en disant « j'espère qu'on va juste finir tous ensemble ». Voilà, c'est des choses qui arrivent aussi, mais très très rarement, heureusement, et puis finalement, en s'en rappelant de tout ça, on n'a que des bons souvenirs, on en rigole. Je voudrais vous dire merci à tous, à Ilanit, à John, à David et à Michael, parce que pendant un petit moment avec vous, on a senti l'air du désert dans nos cheveux et des paysages, parce qu'on est tous passés un peu par la Chavaya, on est tous passés par ces moments incroyables. Et en tant que Khanir, Madrir, etc., je me souviens très bien que des fois, sur le moment même, on réfléchissait pas à tout ça, des fois ça nous semblait moyen. Et puis arrivé à Paris, quand on rentrait, c'est là que ça nous manquait d'un coup. Waouh, il est où le désert, ils sont où les vues, il est où le Kotel? Et votre travail, c'est à Avodat Kodesh, et continuez à le faire et à bien le faire, et tout sera pour le mieux. On pourra ne pas s'inquiéter du tout pour Israël, parce qu'avec des gens comme vous, avec une telle idéologie, on est sur la bonne voie. Merci d'avoir été avec nous, c'était plein l'ado. Merci à toi. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Ciao. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.